Bonjour Samuel Atienne, bonjour à vous, professeur Lina. Merci d'être avec nous ce matin. Édouard Philippe, on le sait, annoncera les décisions politiques de la mise en œuvre du déconfinement demain à l'Assemblée nationale. Mais vous, au Conseil scientifique, vous avez planché et ces recommandations ont été publiées hier. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles sont pour le moins prudentes, qu'elles incitent à la prudence. Est-ce que pour vous résumer, vous diriez qu'il ne faut surtout pas recommencer à vivre comme avant à partir du 11 mai, professeur ? Absolument, vous avez tout compris. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on est dans une phase évolutive, c'est-à-dire que le confinement tel qu'il a été mis en place à partir de mi-mars, c'est quelque chose qui ne peut pas rester dans la durée, c'est intenable pour plein de raisons qui sont à la fois humaines, sociétales et économiques. Donc, il faut qu'on sorte de ce système de confinement. Et pour cela, ça ne peut se faire que par un glissement progressif jusqu'à un retour à la vie normale, pour lequel je n'ai pas de délai. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à un moment donné, on va devoir passer un stade, c'est-à-dire commencer à sortir de nouveau de chez nous et à avoir une vie qui va retendre vers la normalité. Et pour cela, ça doit se faire de façon transparente et surtout dans un climat de sécurité. Donc il faut qu'on instaure de la confiance, il faut qu'on explique que ce déconfinement ou cet arrêt de confinement tel qu'on le fait maintenant peut se faire dans un contexte de sécurité, à condition qu'il y ait un certain nombre de mesures qui sont appliquées. Justement, professeur Lina, il y a un endroit, et on l'entendait, où vraiment la sécurité, la sécurité on ne sait pas, mais en tout cas la confiance n'est pas au rendez-vous, ce sont les écoles. Le Conseil scientifique ne s'en cache pas, il préconisait plutôt une rentrée en septembre, mais il s'adapte à la décision. Alors, avec ce que vous recommandez, entre autres, le port du masque, sauf en maternelle, un écartement minimum des tables, la prise de température des enfants avant d'aller à l'école, est-ce qu'on va tendre vers le risque zéro ? Est-ce qu'on peut rassurer les enseignants et les parents ? Alors, le risque zéro, c'est un objectif, mais c'est très difficile de l'atteindre parce que, comme vous le savez, un certain nombre de personnes qui sont infectées sont asymptomatiques. Et celles-ci, de toute façon, sauf de tester absolument tout le monde tout le temps, on n'arrivera pas à les dépister. Donc, ce n'est pas raisonnable. Ce qu'il faut, en revanche, c'est avoir un système qui permette de détecter les cas le plus rapidement possible et surtout d'identifier les chaînes de transmission pour éviter qu'un micro-foyer épidémique puisse commencer et être responsable d'une épidémie. Donc, dans la gestion des classes et des écoles, c'est exactement ça. Il s'agit donc d'une population qui, dans la mesure du possible, ne font jamais de forme très grave ou presque jamais de forme très grave, pour lequel on sait que la transmission n'est pas aussi élevée que l'on pensait, et ça c'est quelque chose que l'on sait que depuis quelques jours, voire quelques semaines, on ne le savait pas avant, et donc il faut qu'on adapte l'école pour qu'elle puisse commencer à reprendre la scolarité. C'est important notamment pour les élèves qui ont décroché, les élèves les plus fragiles, qui sont en difficulté scolaire, et essayer de nous adapter de façon à ce que finalement on puisse avoir une école presque normale, elle ne le sera pas, presque complète. Il sera souvent très difficile de mettre tous les élèves dans la classe, puisque ça ne répondra pas aux exigences ou en tout cas aux recommandations que l'on pense nécessaire de mettre en œuvre vis-à-vis des risques de transmission dans les classes, et une surveillance qui est une surveillance à la fois dans l'école mais aussi dans les familles, bien sûr. On va limiter en fait les risques, on ne va pas les supprimer. C'est ce que vous nous dites ce matin, Bruno Lina. Et oui, et cette limitation des risques, en fait, ça va être l'ensemble des efforts de tous. C'est comme de la même façon que le confinement a été, d'une certaine façon, quelque chose qui nous a permis de réduire de façon très significative la taille de l'épidémie. Maintenant, on voit qu'on n'est pas tout à fait rendu, mais il y a quand même un nombre de cas nettement inférieur à ce que l'on avait avant. Eh bien, il faut que la période de déconfinement ne soit pas à la suite d'un sursaut de la circulation du virus, mais plus une circulation maîtrisée. Alors, ce que vous recommandez, on le sait, c'est le port du masque obligatoire dans l'ensemble des lieux publics, pas seulement les transports, une distance d'1 mètre entre les personnes qui doit continuer. S'il n'y a ni immunité collective, ni traitement, ni vaccin, ces pratiques-là, professeur Lina, il va falloir les conserver pendant de très longs mois ? Oui, alors vous faites le scénario du pire, c'est-à-dire que effectivement, si on imagine que on additionne toutes les informations que l'on a, premièrement, seule une immunité de 60 à 65% de la population permettra
d'avoir une immunité collective qui fait que le virus ne circulera plus sur un mode épidémique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait que actuellement en France, l'immunité collective, elle est de l'ordre de 6 à 10%, 12% peut-être dans certaines régions, donc très en dessous du chiffre du contrôle. Et pas de traitement, pas de vaccin. On peut imaginer dans ces conditions qu'effectivement, ça va rester très compliqué. Heureusement, la recherche travaille, tant sur les traitements que sur les vaccins, donc la situation a évolué. On ne pourra pas bloquer ce virus. Ce virus, il est aujourd'hui avec nous, il va continuer à circuler. Ce que l'on souhaite, c'est qu'il circule à bas bruit, en évitant les plus fragiles et en essayant de faire, dans la mesure du possible, monter cette immunité collective, puisque chaque fois qu'il y a un pourcentage d'immunisés qui augmente, le risque de circulation générale baisse. Mais ces traitements, est-ce qu'ils ont progressé depuis le début de l'épidémie? Est-ce qu'on a plus de chances aujourd'hui de guérir lorsqu'on arrive à l'hôpital avec une forme grave du Covid-19 qu'il y a 2 mois, lorsque cette crise a commencé? Est-ce que les traitements ont progressé? Oui, alors il faut bien se rappeler qu'en termes de traitement, le traitement aujourd'hui qui est le plus efficace, c'est le confinement. Donc les mesures barrières que l'on met en place à l'issue de la fin du confinement sera le traitement prophylactique le plus efficace. Après, pour répondre très spécifiquement à votre question, on a apporté un certain nombre de connaissances sur des traitements qui marchent un peu, qui ne marchent pas du tout, qui potentiellement sont délétères, et on commence à avoir des pistes, notamment sur la partie immunitaire, immunothérapie. Un certain nombre de produits semblent montrer une certaine efficacité. Ça a besoin d'être confirmé. On comprend mieux la maladie et notamment les différentes phases qu'elle a. Et on va être en position, je pense, d'ici quelques semaines à quelques mois, de proposer, en tout cas pour les formes les plus graves, des traitements qui permettraient d'améliorer la survie des patients. Oui, alors, ça c'est une... Le taux de guérison, il y a un petit débat sur les chiffres. Le professeur Jérôme Salomon a indiqué il y a quelques jours qu'environ 10% des malades admis en réanimation décédaient. Or, une étude médicale rendue publique par le journal Le Monde ce matin affirme que selon d'autres chercheurs, d'autres médecins, eh bien, ce taux serait plutôt de 30 à 40% des malades qui arrivent en réanimation et qui décèdent. Quelle est la réalité, professeur Bruno Lina ? La réalité, elle est quelque part entre les deux. En fait, il faut comprendre qu'on n'est pas avec le même risque en fonction de notre âge, en fonction des facteurs de risque et des comorbidités, comme on dit, qui aggravent non seulement le risque d'infection, mais surtout le risque de faire des formes. C'est pour ça qu'on... Un problème de son. Ah, vous m'entendez ? Oui, je vous entends à présent. C'était un petit peu haché. Reprenez. Je vous en prie. Je reprends. Pour vous dire que la vérité est quelque part un petit peu entre les deux, mais il faut surtout regarder par rapport aux tranches d'âge des personnes infectées. Quand on est dans les groupes à risque, quand on est avec un âge supérieur à 65 ou supérieur à 80 ans, et qu'on est un homme, on a des risques qui sont extrêmement élevés de faire des formes très graves et d'avoir malheureusement un risque de décès même quand on ne va pas en réanimation. Donc, inversement, les plus jeunes ont vraiment un risque très faible de décéder. Donc, c'est difficile de vous donner un chiffre très précis. Mais c'est plus d'1 sur 10, en tout cas. C'est plus d'1 sur 10 de personnes arrivant en réanimation et qui décèdent, malheureusement. Alors, quand on fait le bilan de ce qui a été observé jusqu'à présent, ça fait un peu plus de 10. Il faudra faire ce bilan à la parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde en réanimation. Vous le savez, un peu plus de 4500 personnes sont encore en réanimation. Il va falloir que ce chiffre baisse très vite et ensuite, on pourra faire des statistiques qui sont un peu plus fiables. En quoi la multiplication des tests, professeur Lina, est-elle une arme efficace pour contenir un retour de l'épidémie? On ne le comprend pas bien parce qu'en fait, on le sait, tout le monde ne sera pas testé. Quelle sera la politique concrètement menée en matière de tests à partir du 11 mai ? Et pourquoi d'ailleurs n'est-elle pas appliquée dès aujourd'hui ? Alors, plusieurs réponses à vos nombreuses questions. Oui. Donc, quand on parle de tests, il y a 2 tests. Donc, on parle le test PCR, qui est celui qui détecte le virus, qui est positif dès le début des symptômes, voire même un tout petit peu avant. Et le test sérologique, qui, lui, ne se positive qu'une semaine après le début des symptômes, c'est la présence d'anticorps. Donc, je vais vous parler du test PCR, celui qui trouve le virus. Il faut qu'on augmente notre capacité diagnostique et on a, à la lumière d'un certain nombre de pays qui ont un taux de réalisation de ces PCR en rapport à la population qui est élevé, qui permet de mieux identifier les patients et surtout de dire pour
toutes les formes, qu'elles soient aussi symptomatiques ou très symptomatiques, eh bien, vous êtes infecté. Alors, vous restez chez vous, ou vous allez dans une structure d'accueil qui va vous héberger, ou vous allez à l'hôpital parce que vous avez des facteurs de risque. Et en faisant cela, on casse les chaînes de transmission. Oui. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si on couple ça avec les détections potentielles des cas contacts, alors je sais que c'est quelque chose qui pose question, hein, bien évidemment, on peut dépister des personnes qui sont présymptomatiques, qui sont en phase d'incubation et qui sont déjà contagieuses. Si on les teste et qu'on les trouve parce qu'on a fait ce qu'on appelle le contact tracing, eh bien, on casse les chaînes de transmission. Et au bout du compte, il s'agira de monter un confinement qui va être ciblé sur les patients infectés au lieu d'avoir un confinement généralisé. La question est d'ordre aussi pratique. Aujourd'hui, on ne peut pas se faire tester si on le souhaite. Qu'est-ce qu'il faudra demain? Une ordonnance, se rendre chez son médecin, dans un laboratoire, à l'hôpital, et dire que l'on a des symptômes? Comment cela se passera concrètement? Eh bien, potentiellement, toutes ces options sont ouvertes. C'est-à-dire que les médecins généralistes vont jouer un rôle dans le dépistage des patients. C'est eux qui sont au contact des patients, c'est eux qui les connaissent les mieux. Les hôpitaux vont aussi jouer un rôle. Les laboratoires privés vont jouer un rôle. Il va y avoir des équipes opérationnelles qui vont aller faire des prélèvements dans les établissements médico-sociaux si jamais il y a un début d'épidémie. Donc c'est une conjonction d'énormément d'efforts collectifs qui vont permettre de faire ce dépistage au plus près des patients et surtout en apportant des réponses extrêmement rapides. Parce que jusqu'à présent, on a parfois des prélèvements qui sont faits pour lesquels on a des réponses 3 jours plus tard. Là, il va falloir qu'on réponde entre 12 et 24 heures. Et la capacité diagnostique qui est en cours de mise en œuvre actuellement permettra de faire de l'ordre de 100 000 tests par jour. 100 000 tests par jour. 100 000 tests par jour, c'est ce que vous nous dites ce matin. Dès maintenant, autre sujet capital, des essais de vaccins sont en cours, notamment en Grande-Bretagne. Qu'en pensez-vous? C'est trop tôt? Alors, c'est pas trop tôt, mais ça va nous donner des résultats préliminaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup d'incertitudes sur l'immunité protectrice. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore pouvoir dire à quelqu'un qui a des anticorps, vous avez des anticorps qui vont vous protéger sur le long terme, sur le court terme, tel anticorps est protecteur, tel autre ne l'est pas. Or, c'est fondamental pour un vaccin parce qu'il faut que ce vaccin induise ces anticorps protecteurs. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est regarder quelle est la qualité de la réponse immunitaire et quand on sera en capacité de faire ces tests pour la réponse immunitaire post-vaccinale, on pourra faire la sélection des vaccins qui marchent le mieux. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives, heureusement, qui sont en cours. Mais c'est encore loin, si on vous comprend bien. Mais le vaccin est encore loin. Voilà. Or, il faut attendre encore 1 an, je pense, à peu près.